Vous écoutez le podcast des organisés, épisode numéro 6. Si tu es travailleur autonome, tu vas adorer mon invité d'aujourd'hui qui travaille pour toi, pour ton bien-être d'entrepreneur tous les jours. Salut tout le monde, ici Sébastien Hainaut, fondateur de l'Organisateur Inc. J'avais pour idée de lancer un podcast qui permettrait aux auditeurs d'être inspirés par des sujets qui me tiennent à cœur. J'ai donc fait une série d'entrevues avec des gens inspirants avec qui on va traiter de sujets entrepreneuriaux, innovateurs et créatifs. Est-ce qu'il y a juste moi qui me rends compte qu'être entrepreneur comporte son lot de défis? Le podcast des organisés, c'est pour toi. Salut tout le monde, Sébastien Hainaut pour le podcast des organisés. J'ai avec moi une guerrière aujourd'hui, une guerrière à la défense des travailleurs autonomes. Je reçois Caroline Bédard, PDG de l'Alliance québécoise des travailleurs autonomes, AQTA pour les intimes. Salut Caroline. Bonjour Sébastien. Ça va? Oui, toi? Ouais, super. Écoute, je veux commencer le podcast avec une grosse question. Une grosse question qui est d'où c'est née l'idée de fonder l'AQTA, puis c'est quoi en fait l'AQTA pour les gens qui connaissent pas ça? Ben, j'ai eu l'idée parce que j'ai travaillé longtemps dans les médias, on fait beaucoup de réseautage et on a rencontré évidemment beaucoup de travailleurs autonomes, souvent mal servis dans les grands réseautages à cause des conférences, des formations et surtout le besoin d'avoir de l'accompagnement, d'avoir des outils qui, le travailleur autonome, paye tout le temps finalement pour avoir juste une information pour continuer dans leur entreprise. Donc, il n'y a rien qui supporte les travailleurs autonomes présentement. OK. Fait que c'est comme une boîte à outils pour travailleurs autonomes. Exactement. Puis, est-ce que c'est ciblé plus pour les entreprises en démarrage? Ben, pas nécessairement parce que y a des travailleurs autonomes qui sont plus de 50 ans, c'est une deuxième carrière, donc ils n'ont pas les connaissances pour soit démarrer ou continuer ou aller vers le succès. Donc, en fait, c'est un peu pour tous les travailleurs autonomes. OK. Mm-hmm. Puis là, t'as publié il y a un article que t'as écrit qui a été publié dans le Journal de Montréal parce que tu voulais faire valoir ta voix de défenseur des travailleurs autonomes sur un sujet particulier qui était les médecins. Les médecins qui ont le statut de travailleur autonome, entre guillemets, parce que sont pas salariés, si on veut. Fait que quand ils remplissent leur déclaration d'impôt au niveau fiscal, ils remplissent de la même façon qu'un travailleur autonome. Ben, puis pourquoi en fait, ça te choquait, toi, ça? Ben, en fait, les médecins, la plupart des médecins sont incorporés. Ils sont pas des travailleurs autonomes. Ouais. Donc, puis la moyenne de revenus annuels ne correspond pas tellement à un travailleur autonome, là, en fait. Puis, un incorporé, c'est un entrepreneur, c'est pas un travailleur autonome. Sauf que le gouvernement, à chaque fois qu'il parle de médecins, ben ils disent toujours que c'est des pauvres travailleurs autonomes, tu sais, puis qu'il faut qu'ils fassent vivre leur famille, mais en fait, c'est pas la même réalité, là, du tout. Oui, parce que les travailleurs autonomes, on peut pas avoir qu'un seul client. Non. Parce que sinon, on est considéré comme une entreprise de prestation de services personnels au niveau fiscal. C'est comme des salariés déguisés, mettons. Des salariés déguisés, c'est ça. Puis à ce moment-là, quand le fisc vérifie ce type d'entreprise-là, ben, on est limité à ne pas pouvoir déduire toutes nos dépenses. La seule dépense qui est déductible, en tout cas quand on est incorporé, c'est notre salaire. Exactement. Puis les médecins, selon toi, ils bénéficient pas de Ben, c'est chasse gardée quand on fait des recherches, puis c'est très, très difficile. Oui, ils leur octroient le statut de travailleur autonome, mais c'est très, très difficile de savoir tout ce qu'il y a dans la valise de leur statut. Alors, mais c'est pas des travailleurs autonomes. OK, super, Mike. En tout cas, je suis super content de voir qu'il y a des gens au Québec qui se mettent à la défense des travailleurs autonomes comme toi. Puis il y a un autre sujet que je t'entends souvent parler, c'est à propos de reconnaître le statut de travailleur autonome. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Légalement, le statut de travailleur autonome n'est pas reconnu au Québec. Okay. Donc, on dit que c'est des travailleurs autonomes au même titre qu'il y a des plombiers, au même titre qu'il y a des dentistes, au même titre qu'il y a des professeurs. Mais en fait, on a des statuts particuliers parce qu'un travailleur autonome ne fait jamais le salaire de plusieurs domaines d'activité. Donc, on fait tout. Le travailleur autonome, souvent, il s'occupe de tout. Ses assurances, sa comptabilité, tout ça, tandis qu'un plombier, ben, il va aller chercher les effectifs qu'il a besoin pour faire avancer son entreprise. Donc, le travail autonome, souvent, est malmené. Et souvent, c'est les premiers surveillés aussi dans les déclarations. Ouais. Puis comment ça pourrait se concrétiser, reconnaître le statut d'un travailleur autonome pour toi?
Le reconnaître, en fait, je pense que ça pourrait arriver avec monter le plafond du TPS-TVQ en partant. Tu veux dire, quand on est travailleur autonome, jusqu'à 30 000 de fournitures taxables, on n'est pas obligé de s'enregistrer à la TPS-TVQ. Exactement. C'est parce que ça empêche un peu la compétitivité entre des emplois qui sont similaires, des travailleurs autonomes qui sont similaires. Si quelqu'un arrive à, mettons, à 38 000 $ par année, lui, il charge TPS-TVQ. Mais si dans le même domaine d'activité, il fait 28 000 par année, il ne charge pas TPS-TVQ. Donc, la compétitivité n'est pas là du tout. Oui, parce que quand on pense, mettons, au consommateur, mettons quelqu'un qui mettons une femme de ménage, le consommateur peut pas récupérer ces taxes-là sur les frais de tout à fait. L'entretien Comme ménager. Un massothérapeute, un ostéopathe. Exact. Un massage à 65 $ plus les taxes. Puis un massage à 65 $, le commun des mortels va aller à 65 $, c'est sûr. Oui, parce que massothérapeute, c'est un service qui est assujetti à la TPS-TVQ. Exactement. Je fais des petits rappels de notions fiscales. Super. Puis, statistiquement parlant, les banques ne prêtent pas aussi facilement à un travailleur autonome qu'à un salarié parce que probablement qu'ils considèrent que son mode de revenu est moins garanti que celui du salarié. Exactement. Puis c'est la même chose pour une entreprise qui est incorporée avec aucun employé. Il arrive dans une institution financière et puis il se fait traiter de travailleur autonome. Dans le fond, un incorporé, c'est un entrepreneur. Ouais. Donc, ils ont un peu la même réalité dans ces endroits-là. Oui, parce que quand on est incorporé, on peut se verser des dividendes qui n'est pas du salaire. Et puis, ce qui est paradoxal, si je peux dire ça comme ça, c'est que si on est incorporé et puis qu'on se verse un salaire, même si c'est nous-mêmes qui signons le chèque de paie, la banque va considérer ce type de revenu-là comme sécuritaire versus si on n'est pas incorporé et puis qu'on a la même source de revenus. Tout à fait. Puis quelqu'un, souvent, est incorporé avec aucun employé. Cette personne-là, elle a des états financiers, donc il fait foi de tout. Mais la plupart des banques, non, ça fonctionne pas. Puis encore moins pour en enregistrer parce que quand on fait les impôts, c'est cette personne-là, c'est pas une entreprise. Fait que toi, tu es à la défense de ça, de cette absurdité-là que les travailleurs autonomes ont plus de difficultés à avoir des emprunts. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette cause-là, dans le fond? Si le statut de travailleur autonome était enfin reconnu, peut-être que les banques pourraient faire quelque chose en ce sens-là, d'avoir des conditions différentes. Parce que présentement, si on a un chien, on le donne en garantie là, dans une institution financière. C'est pas bien compliqué. Là. Puis pourtant, il y en a qui ont vraiment des très bonnes idées. Il y en a qui gagnent très bien leur vie enregistrée, mais malheureusement, ils n'ont pas de financement. Donc, il faut qu'ils se retournent comme des fonds d'emprunt des Laurentides, d'exemple, et se retournent vers des choses comme ça, peut-être Femmes et Sœurs pour les femmes. Donc, mais c'est plus difficile parce que c'est dossier par dossier. Donc, si je comprends bien, le fait de reconnaître les travailleurs autonomes, ça va être de créer quelque chose qu'on ne sait pas quoi encore, qui va encadrer ces travailleurs autonomes-là pour réduire le risque pour les banques de leur prêter de l'argent. Puis de cette façon-là, le statut va être reconnu. Est-ce que c'est comme ça que tu vois ça? Oui, c'est comme ça que je vois ça. Il faut savoir aussi que les travailleurs autonomes, on est capable d'avoir les revenus annuels dans chaque domaine d'activité, les entreprises, dans chaque métier. Les travailleurs autonomes, c'est plus de 25 milliards de dollars par année en revenus annuels. Fait que je pense que on pourrait avoir une petite coche travailleur autonome sur notre rapport, mettons, ou dans toutes les institutions financières aussi, parce qu'il y en a qui sont très, très viables. C'est sûr que le travailleur autonome, celui qui se part, des fois, 2-3 ans plus tard, il y en a qui ferment. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas d'accompagnement non plus. Il faut savoir que la plupart des travailleurs autonomes, leur bureau est à la maison. Fait qu'il n'y a pas personne qui donne une petite tape dans le dos, tu sais. Fait que s'il y a un mouvement qui est capable, justement, de donner les outils, les tapes dans le dos, les formations nécessaires, regarde, ça va juste durer plus longtemps, l'aventure pour eux, là. Fait qu'on souhaite que l'Alliance des travailleurs autonomes, l'Alliance québécoise des travailleurs autonomes soit à travers le Québec bientôt pour permettre de reconnaître ce statut-là. Et puis, à part devenir membre de la QTA, qu'est-ce que les travailleurs autonomes ils peuvent faire pour soutenir cette cause-là? Est-ce que c'est de
de poser des questions à nos élus. Ben c'est sûr qu'on attendait les élections parce que nous, on est apolitique dans le sens qu'on travaille avec qui est là présentement. Mm-hmm. Et ben on va faire des représentations pour que ça soit reconnu, que les demandes qu'on a. C'est sûr que dans nos partenaires, on a des cabinets d'avocats, cabinets comptables, tout ça. Mm-hmm. On va s'asseoir ensemble parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas passer à côté, ça c'est bien évident. Puis jusqu'où on peut aller aussi. Donc, j'ai pas la science infuse. C'est pour ça que j'ai des partenaires qui vont donner un coup de main là-dedans. Là. S'il faut écrire un mémoire, on écrira un mémoire. Il n'y a pas de problème. Là. Super. Je vais aller faire une petite jasette avec eux. Super. Fait que dans les défis des travailleurs autonomes qu'on a identifiés, il y a le fait d'emprunter dans des institutions financières. Il y a le fait de... au niveau de la TPS-TVQ, de devoir s'enregistrer à la TPS-TVQ alors qu'on atteint un revenu facturable, c'est-à-dire revenu facturable, c'est pas ce qui reste à la fin. Non. Fait que revenu facturable, 30 000 seulement. Et puis, c'est quoi les autres défis que tu identifierais pour les travailleurs autonomes? Bien, les autres défis, c'est une fois par mois à l'Alliance, on donne des formations, que ce soit juridique, comptable. C'est pas de dire aux travailleurs autonomes, ben, t'as plus de comptable, tu changes de comptable, ou t'avais un notaire, tu changes de notaire, ou etc. C'est plutôt de leur apprendre le même langage. Donc, nous, on considère que si la personne est bien au courant de, je sais pas, moi, si on parle d'assurance de dommages, ben son courtier à cette personne-là, ben, va pouvoir mieux répondre à ses besoins ou à ses questions. Mais si le travailleur autonome n'est pas au courant qu'il devrait mentionner telle chose, ben son courtier, il peut pas répondre à ses besoins-là. Il peut pas répondre à ses questions. Donc, c'est pas parce que le courtier fait pas bien sa job, c'est que le travailleur autonome il sait pas. Donc, il sait pas jusqu'à où il peut aller, tu sais. Puis en même temps, ben c'est comme en comptabilité aussi, tu sais, des fois, on donne des pistes de solutions, fait que la discussion entre lui et son comptable, elle et son comptable, est beaucoup meilleure, puis c'est beaucoup plus proactif aussi, là. Donc, à ce moment-là, c'est de venir chercher de l'information pour mieux avancer, puis mieux dormir aussi, là. Ils vont pouvoir travailler le passion parce que 90% de travailleurs autonomes, ben c'est parce qu'ils font ça par passion, là. Donc, la passion, des fois... est loin. C'est pas suffisant. Non, non, pas vraiment. Non, mais c'est drôle que tu parles de ça parce que souvent, je le vois surtout dans les entrepreneurs qui sont dans un domaine un peu plus artistique. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de passion dans leur métier parce que c'est souvent partie d'un hobby. Mais après, ben, il faut avoir toutes les connaissances. Puis même si on n'aime pas les papiers, ben, ça vient avec quand même Tout à fait. Puis si on n'a pas un mentor pas loin de nous, ben, tu sais, moi, j'ai été chanceuse. Mon conjoint d'entreprise, c'était mon mentor. Mais si moi, j'avais un conjoint qui était professeur au secondaire, ben, il sait pas ces choses-là. Donc, des fois, le travailleur autonome, il sait pas où aller chercher l'information ou les outils qui vont l'aider. Puis, on a tendance à écouter tout le monde. Ben, c'est pas winner à la fin de l'année, écouter tout le monde. Ma tante. Ben là, on attend souvent. Tu devrais faire ça, tu devrais dire ça, mais en fait, on est peut-être dans le champ aussi. Donc, on donne la bonne information, là. Fait qu'en ce moment, pour les travailleurs autonomes, surtout ceux qui sont en démarrage, leur ressource, vu qu'elle n'est pas monétaire, c'est Google, la plupart du temps. Exactement, mais ma tante, Google. non. Ouais, c'est ça. Je trouve ça le fun parce qu'on a une mission, une vision, une cible similaire par rapport à nos deux services. Pas au niveau de mon bureau de comptable, mais au niveau de Cerveau, serv-o.ca et toi, allianceqta.com. Exactement. Et puis avec Cerveau, c'est justement ça qu'on veut faire. C'est sûr que bon, on n'est pas une équipe qui recouvre tous les services professionnels, mais au niveau de la comptabilité, quelqu'un en démarrage, il n'a pas les moyens là, d'appeler 3 fois par mois son comptable pour apprendre comment ça marche puis bien faire les choses, même si il veut sauver des sous en le faisant lui-même, ça prend quand même certaines connaissances. Puis avec Cerveau, c'est ça qu'on a voulu faire, c'est créer un membership à petit prix pour que les gens ils puissent poser des questions puis qu'il y ait une communauté d'entraide puis de professionnels pour leur répondre. C'est un peu comme nous. Puis il y a des programmes, par contre, gouvernementaux pour les travailleurs autonomes, comme l'Emploi Québec avec le STA, le soutien travailleurs autonomes, et après 1 an, c'est fini. Puis ceux qui continuent après 1 an, là, j'aimerais ça voir les statistiques. Ceux qui savent pas c'est quoi l'Emploi Québec, STA, si ça vous intéresse. STA, en fait, c'est pour soutien au travail autonome. Exactement. Et puis, Emploi Québec, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent devant un comité des entreprises pour se qualifier à cette mesure-là.
Et puis, ce que ça donne, en fait, c'est comme si les travailleurs autonomes avaient droit du chômage, mettons, pendant 6 mois pour se permettre de démarrer leur entreprise en ayant un revenu d'appoint. Donc, je vous invite à aller consulter ça si vous pensez peut-être vous qualifier par rapport à ça. Et puis, si on se projette, mettons, dans 20-30 ans, comment t'imagines la culture entrepreneuriale? Bien, de plus en plus, il va y avoir des travailleurs autonomes, ça c'est certain, parce qu'on voit, il y a beaucoup de gens qui étaient dans des grandes sociétés et puis qui en ont eu marre tout simplement, puis ils ont décidé de partir leur entreprise. Et on voit beaucoup de diversité qu'on ne voit pas dans les entreprises. Je vous donne un exemple. J'ai rencontré quelqu'un la semaine passée, travailleur autonome, et lui, il fait du remplacement dans les industries, dans les usines. Au lieu que l'usine engage quelqu'un à temps plein, ben lui, il va aller remplacer là, sans problème. Donc, lui, travailleur autonome, il offre ses services. Fait que pour une entreprise, une industrie ou une usine, c'est beaucoup moins dispendieux parce que lui connaît déjà l'emploi que de prendre quelqu'un à temps plein parce que des fois, c'est des remplacements temporaires, c'est jamais à temps plein. Donc, mais on ne voit pas ça s'il n'y a pas de travailleur autonome. Donc, on voit des adjointes virtuelles qui sont travailleurs autonomes, qui aident beaucoup les entreprises, là. Donc, il y a beaucoup de diversité, mais il y a beaucoup aussi de créativité dans les travailleurs autonomes. Mais je pense qu'il va en avoir de plus en plus aussi. Avec tout ce qui est route, autoroute et compagnie, ben il y en a beaucoup qui vont vouloir travailler à la maison aussi. Ouais. Donc, puis maintenant, avec les ordinateurs, avec tous les outils qu'on a, on peut travailler chez soi là, sans problème. Donc, d'après moi, ça va augmenter, c'est sûr. Ouais, puis au niveau des industries, tu disais, bon, le modèle est en train de changer au niveau des salariés, mais je pense que c'est surtout à cause de l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place. Fait que moi, je vois, tu sais, je parlais de 20-30 ans, mais ça, je le vois arriver pas mal plus vite qu'on pense. Bien, dans les statistiques, on pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont travailleurs autonomes. Puis en fait, c'est le pourcentage qui est le moins élevé pour l'instant. Je veux dire, pour les travailleurs autonomes. OK, pourcentage de travailleurs autonomes versus salariés dans les industries. Exactement. Les jeunes de moins d'à peu près 30 ans, c'est le pourcentage le moins élevé. Le plus élevé, on le voit à peu près entre 35 et 50. Et après 50 ans, on voit le chiffre augmenter. C'est des deuxièmes carrières, puis ils décident de faire de leur passion tout simplement, là. Ça peut être quelqu'un qui était dans une institution financière pendant X années, puis qui a une passion pour les bijoux. Demain matin, décide de vendre des bijoux, puis faire ses bijoux. Ça se peut, ça aussi. Mais il y en a beaucoup de ça après 50 ans. Oui, puis je pense qu'aussi, au niveau social, au niveau communautaire, il y a des choses qui ne pourront jamais se faire remplacer par des machines. Exactement. Comme le réseautage. Comme le réseautage, ben, comme un peu les outils que tu offres à tes travailleurs autonomes. Tout à fait. Il n'y a jamais une machine qui va pouvoir remplacer ça. Au niveau de la comptabilité, on voit beaucoup de choses évoluer dernièrement avec des logiciels qui permettent de faire sa comptabilité vraiment plus rapidement qu'avant, puis de façon beaucoup plus autonome. Fait que c'est sûr qu'au niveau de la tenue de livre, moi, je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui vont être capables de le faire de plus en plus eux-mêmes, mais de comprendre les notions comptables puis de bien le faire, ils vont toujours avoir besoin d'une formation de base. Fait que le domaine de la formation, c'est un domaine d'avenir. En fait, le travail autonome, il faut qu'il y ait un pourcentage de compréhension de ce qui se passe dans son entreprise. On ne peut pas toujours dire « Ah, c'est mon comptable qui s'occupe de ça. Ah, c'est mon courtier qui va s'occuper de ça. Ah, mon avocat. » Exact. Mais il faut savoir ce qui se passe et puis qu'est-ce qui va se passer aussi, là. Donc, je pense que c'est la responsabilité de chacun des travailleurs autonomes. Mais si on n'a pas les connaissances puis on n'a pas les informations, on ne sait pas où aller les chercher, ben, c'est difficile pour eux de comprendre, en fait, là. Ouais, ben j'observe ça beaucoup chez mes clients. Ceux qui font leur comptabilité eux-mêmes, soit ils font pas leur comptabilité du tout, puis ils l'accumulent, puis ils procrastinent, ou soit ils le font, puis le fait de le faire eux-mêmes, ils ont tout le temps le nez dans leurs chiffres. Fait que c'est sûr qu'ils voient rapidement les choses qu'ils ont ajustées, puis leur entreprise peut aller bien là, très rapidement. Oui, par contre, il faut toujours savoir qu'il faut être à l'endroit où on est le plus payant. Donc, si on passe 3 heures à regarder nos chiffres dans une semaine, ben ce 3 heures-là n'est pas payant, là. Il n'est pas payant, mais je pense qu'en démarrage, souvent, on doit faire des sacrifices. Tout à fait. Ceux de mais ça, c'est un sujet. Mais après ça, il faut qu'ils regardent aussi, bon, ben ces contrats, sont-ils légaux? Ensuite de ça, ben TPS TVQ. Ensuite de ça, ben maintenant, l'ère des réseaux sociaux, j'ai besoin d'un site Internet, je vais le faire moi-même. Fait que là, dans une semaine de 7 jours, parce que travailleur autonome, tu travailles souvent le samedi matin puis dimanche matin en pyjama, là, on se le cachera pas.
Mais c'est rendu que il fait beaucoup plus de choses que ce qu'il devrait faire pour qu'il soit rentable. Et après 1 an, après 2 ans, ben ces gens-là sont essoufflés. Puis la première chose qu'on entend, c'est « Je pensais pas que c'était comme ça. » Fait que c'est pas... c'est pas... c'est c'est sûr pas mal d'aller voir des ressources. Non? Mais non, c'est sûr. Puis c'est sûr que si on est rendu à refuser des contrats parce qu'on a trop de travail administratif à faire... On a un problème. On doit se poser des sérieuses questions. Tout à fait. Puis tu sais, j'ai des clients aussi que ils s'impliquent tellement trop au niveau administratif et puis au niveau exécutif que le ratio de contrats qu'ils reçoivent versus le temps qu'ils mettent au niveau administratif, ça représente une dépense ben trop élevée en salaire pour leur propre salaire, vu qu'ils produisent pas de facturables. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours... faut toujours tout regarder ces éléments-là quand on tout pense à fait. Puis ce qui est s'impliquer beau avec les travailleurs autonomes, c'est que souvent, si on a besoin de quelqu'un dans un domaine, on va aller chercher un autre travailleur autonome. Ouais. Donc, je pense que ça fait des super beaux partenariats à ce moment-là, puis on peut plus prospérer aussi, là. Tu savais qu'avec le troc, mettons, on doit quand même déclarer... Oui, je sais. Ça dans mais je nos parle revenus. pas de troc, là. Tu sais, une fait la facture, tout ça, mais on peut faire du troc, puis on doit le déclarer, ça, je sais. Mais moi, c'était une petite anecdote comme ça. Si on fait du troc, ben, on doit déclarer le revenu et la dépense Ça, quand c'est même. un sujet qui s'en vient parce qu'il y en a beaucoup qui font du troc et ils sont pas au courant de ça. Ils pensent que c'est correct parce que c'est les mêmes montants, mais en fait, on est obligé de déclarer. Ben, en fait, c'est très difficilement vérifiable. Puis c'est ça la beauté ou la laideur du troc. Là. Je pourrais pas dire si c'est beau ou c'est laid, mais dans le sens que les gens qui s'échangent des services, il n'y a pas de trace papier, il n'y a pas de trace monétaire nulle part pour Revenu Québec, Revenu Canada de vérifier que ça a été effectué de cette façon-là. Fait que c'est pour ça que les gens ils mettent pas ça dans leurs revenus. Oui, mais ça peut faire des histoires d'horreur aussi. Ça peut faire des histoires d'horreur. Parce qu'on peut faire du troc puis que la chicane commence, ça se retrouve, mettons, je sais pas, mais en petite créance, et là, faut que tu avoues que tu as fait du troc, et c'est là que ça devient des histoires d'horreur, là. Ouais, c'est clair. Exactement. Un contrat bien écrit, bien... ouais. Quand c'est clair et simple de qu'est-ce qui va être effectué, à quel prix, puis tout ça, c'est sûr que ça l'évite beaucoup de conflits. Puis maintenant, si on parle de qu'est-ce que tu observes de positif chez les travailleurs autonomes d'aujourd'hui, qu'on doit absolument garder à tout prix, dans le fond, qui pourraient être menacés d'être perdus là, sur le long terme. Une bonne question, hein? Ouais. Qu'est-ce qui est beau, mais qui pourrait être menacé? C'est ça, en fait? Ouais. Qu'est-ce qu'on veut garder là, à tout prix? Là? Ben, c'est sûr que la créativité, la passion de travailleur autonome, on veut garder ça. Mm-hmm. Donc, si notre statut n'est pas reconnu puis qu'on a juste des papiers à remplir à l'année, ben, à un moment donné, l'enthousiasme diminue puis la créativité, ben, elle prend le bord parce qu'on trouve ça trop lourd. Donc, ça devient... on est travailleur autonome parce qu'on n'aime pas peut-être ce qui est monotone. Mm-hmm. Et là, ça devient monotone. Donc, on devient comme un peu employé dans notre entreprise. Puis c'est pas ça qu'on veut, là. Je comprends. C'est ça. On a une liberté. C'est sûr qu'il y a des gens, des fois, t'entends dire « Ah, ton bureau est à la maison, tu travailles pas vraiment. » Ben, en tout cas... Essayez-le, ouais. Ouais, essayez-le, parce que des fois, je trouve que l'appel de laveuse-sécheuse est plus fort que l'ordinateur. Fait que, tu sais, il y a une motivation supplémentaire qu'on doit avoir, c'est sûr. Puis on doit toujours aussi sécuriser nos arrières. C'est bien évident. Fait que oui, on travaille, puis des fois, plusieurs heures, mais on les compte pas. Parce qu'on a une passion. Ben oui. Mais si on a de la paperasse à remplir, on a toujours des choses à faire, puis à se battre un bord et de l'autre, là, à un moment donné, on se trouve ça trop lourd. Puis c'est des gens qui vont retourner sur le marché du travail. Mm-hmm. Et je vous dirais, quelqu'un qui est travailleur autonome pendant 5, 6, 7 ans peut-être, retourne chez le marché du travail, c'est pas évident. C'est pas évident sur un CV parce que l'employeur se dit « Oh, elle a été son propre boss, cette personne-là. » Ouais. Comment elle va agir dans mon entreprise. Fait que retourner sur le marché du travail est aussi dur que travailleur autonome. Là. Mm-hmm, c'est clair. C'est un choix de vie qu'on fait, en fait. Ouais, puis t'as commencé en disant le mot créativité, puis ça me fait penser à, tu sais, ce qui pourrait être perdu, effectivement, la créativité, parce que on voit beaucoup d'articles de journaux à l'américaine, dans des journaux comme Forbes, Entrepreneurs, des affaires comme ça, qui vendent la facilité, le fait de faire de l'argent facile. Et puis je pense que ça, c'est une menace à la créativité parce que, tu sais, je le dis souvent, mettons, par rapport à mes articles de blog, au niveau marketing,
écrire un article qui est écrit 5 idées géniales pour faire plus d'argent, exemple, va pogner pas mal plus que d'avoir un titre hyper créatif qui pourrait être le titre d'un film ou d'un cover de livre. Effectivement. Fait que souvent, on a, en tant que travailleur autonome, je pense on peut avoir ce défi-là, ce piège-là de tomber dans la facilité, de perdre la créativité pour pouvoir générer plus de revenus de façon facile. Puis on le voit, moi je clique arrêter de suivre à toutes les affaires que je vois comme ça parce que ça me fâche de voir qu'on promouvoit la facilité à faire beaucoup d'argent. Sur les réseaux sociaux, les 5 trucs pour amener le plus de clients chez vous, tu sais, sans rien faire. Sans rien faire, c'est ça. Mais les plus belles idées, je pense, c'est quand les travailleurs autonomes voient un creux. Mm-hmm. Puis là, les meilleures idées, idées, ils surviennent tout le temps. Là. C'est incroyable de voir ça parce que eux ils ont, comment je pourrais dire, ont décidé de créer quelque chose de nouveau, un nouveau service que les autres n'ont pas justement pour augmenter leurs revenus parce qu'il y avait un creux. Mais quand tu es employé, c'est-à-dire tu fais ce qu'on te demande de 9 à 5. Donc, la créativité n'est pas là. Il y a toujours une question de revenu au bout du compte, là, à chaque fois qu'on a quelque chose. Là. Puis aujourd'hui, c'est difficile de créer des nouvelles choses parce qu'on a presque tout, là. Mais il y a encore des facilement. idées. Et voilà. Et rapidement, avec Amazon. Oui, rapidement, oui. Écoute, ça ferait déjà le tour de notre podcast d'aujourd'hui. Fait que je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens? Tu peux plugger tes affaires aussi si tu veux. En fait, présentement, on est sur la Rive-Nord de Montréal. Au printemps, on va être à Brossard, à Verdun. On a des discussions pour ailleurs aussi. Mais il ne faut juste pas oublier qu'on est presque de 600 000 travailleurs autonomes au Québec. Mm-hmm. C'est en se mobilisant que probablement, à un moment donné, on va pouvoir reconnaître qu'on est des personnes existantes et qui amènent de l'eau au moulin à l'État. En se tenant la main. Exactement. Donc, pour te joindre, allianceqta.com. Exactement. Merci tout le monde. Merci. Si tu es travailleur autonome, j'imagine que tu rencontres les défis dont on en parlait, Caroline et moi. Je t'invite à aller jeter un coup d'œil aux outils qu'on présente sur allianceqta.com puis sur serv-o.ca et puis à les partager à tes amis entrepreneurs pour qu'on puisse ensemble faire briller tous les travailleurs autonomes. À bientôt!